N'hésitez pas. Voilà, super, merci. Donc voilà, d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages durant mon épisode Corona. J'en suis sorti, je dois dire que c'était quand même assez euh, comme, euh, comme symptôme. Moi, j'ai fait une semaine complète avec en régime 39,5 de fièvre. Et donc, j'ai plus de fièvre depuis jeudi dernier. J'ai pu recommencer à bosser lundi. Euh, et donc, j'ai pas mal de pain sur la planche pour rattraper les différents, euh, les différents retards. Mais donc, pour répondre à une question qui est dans le fil de discussion, oui, vous allez avoir des vidéos postées sur YouTube. Je reprends ça cette semaine. Euh, enfin, pas plus tard qu'aujourd'hui ou demain. Et donc, oui, je vais aller à travers tout le syllabus comme j'ai fait avec la première partie. Pour ceux qui voudraient s'avancer, vous avez les notes. Et vous pouvez aussi trouver sur l'UV les podcasts des années précédentes. Mais bon, voilà, je vais vous fournir de la matière en plus. Donc, je vois ici une question. Donc, on n'a pas de retard si on a fait que la première partie du cours. Ben, je dirais qu'il y a une semaine de retard. Euh, mais voilà, on va rattraper ça, rattraper ça ensemble. Euh, et donc aujourd'hui, l'idée, c'était de faire une séance de questions-réponses. Vous n'êtes pas nombreux. J'avais laissé la possibilité de mettre des questions sur l'université virtuelle. Il n'y a rien qui a été posté. Donc moi, ce que je propose, c'est de répondre aux questions éventuelles que vous auriez maintenant. Euh, et si on a du temps, ce qu'on peut faire en plus, c'est regarder en détail un exemple de lecture de diagramme de phase, qui est le début de la deuxième partie, voilà, que je remettrai sur YouTube. Mais voilà, on pourrait regarder ça un petit peu en mode exercice en petit comité. Donc voilà, je suis tout à fait ouvert à répondre à des questions. Je ne sais pas qui veut euh, ouvrir le bal. Euh, je vous en prie. Vous pouvez faire soit lever la main, soit voilà, on n'est pas beaucoup, vous pouvez intervenir directement, quoi. Oui, Anna, ton commentaire n'est pas complet. Mais j'imagine que tu dis je n'ai pas de questions. Alors, Roman lève la main. Oui, je sais pas si bonjour, je sais pas si je peux vous la poser comme ça avec le micro, si ça vous dérange. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, c'était la notion, j'ai pas vraiment compris la notion de direction quand vous expliquiez avec l'indice de Miller et tout ça. Enfin, ça, j'ai eu du D'accord. mal à comprendre, c'est pour savoir si vous pouvez réexpliquer. Ok, attends, je vais aller à ces slides-là Merci. euh, et partager mon, mon écran. Euh,
Voilà. Alors, je partage ça. Normalement, vous devriez voir les slides à gauche et la tablette à droite. Ça marche? Oui, ok. C'est un peu rock'n'roll. Je suis la conversation sur mon téléphone. Alors, voilà, la notion de direction, c'est sans doute par rapport à la notation des plans, la notation de direction est sans doute la notation la plus simple. Hein, donc, en fait, quand tu as une direction R, donc c'est un vecteur, hein, et que tu as défini des vecteurs de base dans ta maille cristalline, eh ben, tu peux exprimer un vecteur comme une combinaison linéaire de ces vecteurs de base. Donc, tu décomposes R en une somme de U fois A, V fois B, W fois C. Et tu notes juste cette direction comme étant UVW. Donc, dans le slide en dessous, tu as quelques exemples. Donc, par exemple, la direction X, ici, là, la direction X, mais en fait, c'est une fois A plus 0 fois B plus 0 fois C. Donc cette direction X, c'est 1, 0, 0. C'est normalement tout à fait on va dire, habituel en termes de notation de vecteurs dans un repère, dans un repère qui ici, pour le coup, n'est pas orthonormé. On est dans le cadre d'une maille cristalline où on n'a aucun élément de symétrie. Donc tu vois par exemple un autre exemple, c'est la diagonale de la face ici à l'arrière, celle-ci. Là. Ben celle-ci, tu vois que tu as rien en X, par contre, tu vas avoir 1 en Y et 1 en Z. Okay, donc ça va te faire 0, 1, 1. D'accord? Jusque-là? Oui, merci. Alors après, si on complexifie un petit peu les choses, tu prends la direction, le vecteur jaune, là, tu vois une direction cristalline, enfin, dans un cristal, ce vecteur jaune, il est censé rejoindre deux atomes du réseau. Hein. Et donc, si tu commences, si tu fais la même recette que ce que je viens de faire, tu aurais tendance à dire que c'est 1 demi suivant Y, 1 demi, non, 1 demi suivant X, 1 suivant Y et rien suivant, suivant la direction Z. Et donc tu te retrouves avec 1 demi qui n'est pas un nombre entier. Et donc tu vas, en fait, ce 1 demi, tu vas le multiplier par 2. Le 1, tu vas le multiplier par 2 aussi. Et le 0 aussi par 2. Donc tu vas te retrouver avec 1, 2, 0. Et en fait, 1, 2, 0, c'est deux fois le vecteur jaune. Et ce vecteur jaune, lui, ne touche pas deux nœuds du réseau. Par contre, si tu regardes 1, 2, 0, ben 1, 2, 0 va venir ici quelque part avec en reliant deux nœuds du réseau. OK? Oui, merci. Alors, pour être tout à fait complet,
quand on parle de direction, on parle aussi de direction équivalente. Alors, dans une maille telle que celle qui est présentée ici, qui est une maille triclinique, dans laquelle donc, les angles alpha, bêta, gamma sont tous différents, les vecteurs de base A, B et C sont de longueurs différentes, et bien là, si tu reprends par exemple la direction 1, 0, 0, si tu veux te balader le long d'une direction qui serait équivalente à celle-là, ce qui veut dire c'est que au même rythme, tu rencontres le même, la même situation, tu rencontres les mêmes atomes. La seule façon, la seule direction qui est équivalente à 1, 0, 0, c'est se balader dans la direction opposée, donc moins 1, 0, 0. Si tu prends la direction 0, 1, 0, la direction Y, tu vois que si tu vas le long de cette direction-là, à partir du moment où la longueur A n'est pas égale à la longueur B, ben, le rythme auquel tu trouves des atomes ne va pas être le même. Okay. Donc quand tu n'as pas d'élément de symétrie, la seule direction équivalente à une direction UVW, c'est moins U, moins V, moins W. Par contre, si on va dans des structures qui sont avec plus de symétrie, donc la structure la plus symétrique, c'est la structure cubique, mais là, évidemment, tu vois déjà directement qu'on est dans un repère orthonormé et que la direction 1, 0, 0, ben, elle va être équivalente à la direction 0, 1, 0 et 0, 0, 1. On va retrouver des atomes au même rythme quand on se balade le long de cette direction. Ça revient juste à dire qu'en fait, la façon dont tu as défini X, Y et Z est un petit peu arbitraire. Tu as fixé X d'une certaine façon, tu as choisi une arête, et puis tu as mis Y de telle façon à ce que Y soit perpendiculaire à X, et puis tu choisis à ce moment-là Z de telle façon à avoir un repère direct, hein, de telle façon à ce que le produit vectoriel de X par Y te donne Z. Mais je peux choisir X de différentes façons. La façon dont je choisis X, c'est tout à fait. Enfin, je peux choisir n'importe quelle arête. Et donc, en fait, si tu n'as pas un repère macroscopique auquel te relier, eh ben, que tu te balades suivant X ou suivant Y ou suivant Z, ben, tu ne verras pas de différence. Donc ça vaut pour les directions 1, 0, 0, mais par exemple, les directions 1, 1, 0, on va aussi avoir des directions équivalentes. Est-ce que tu as ou est-ce que quelqu'un a une idée de comment est-ce qu'on obtient les directions équivalentes à 1, 0, à 1, 1, 0? Je ne vois pas le fil de discussion. Donc si on prend la direction, si je vous demande quelles sont toutes les directions équivalentes à la direction 1, 1, 0. Donc c'est comme ça qu'on note des directions équivalentes entre crochets comme ça. Donc une direction qui est équivalente à ça, enfin, c'est la direction 1, 1, 0. Alors j'ai comme réponse en mixant les chiffres. Tout à fait. C'est une très bonne idée. Donc vous allez pouvoir déplacer le 0 par exemple. D'accord? Ça là j'ai mixé les chiffres. Et après, qu'est-ce que je peux encore faire?
le truc suivant, c'est donc avec des vecteurs opposés. Alors, ça c'est une possibilité. Hein. Donc, direction équivalente à 1, 1, 0, je vais avoir moins 1, moins 1, 0. Mais ça, on est bien d'accord, c'est voilà, je me balade juste en sens inverse. Mais il y a encore une autre possibilité. Avec 1, 1, 0, on peut s'amuser à faire apparaître un moins. Donc, on peut, par exemple, dire 1, moins 1, 0. Et en fait, on peut balader ce moins et s'amuser avec un 0, moins 1, par exemple 0, 1, moins 1. Okay, et vous avez les négatifs de ces 6-là aussi. Donc, je ne vais pas tous les écrire, hein, mais ici, on a moins 1, 0, moins 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Ok. J'ai peut-être... Voilà, supprimer ça et reprendre recouper ça. Donc, Teams ici, hop. Oh, mais c'est chouette de voir des visages. Ça change. Coucou. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ah, je vois Jonathan qui lève la main. Ah oui, vous m'entendez? Ouais, c'est pas très bien par contre, mais Je vais faire de mon mieux. Moi, j'avais une question sur la fin du moulin de Franck et Reed. ouais, À partir du moment où on atteint la contrainte nécessaire là, pour bien courber la dislocation et qu'elle va ouais, se retourner sur elle-même. Ce que je comprends pas, ouais. c'est comment ça se fait qu'après, ça peut faire ça à l'infini. Ok, mais c'est une très bonne question. Je vais aller jusque là. Normalement, vous avez toujours mon écran qui est partagé, je pense. C'est juste que moi, je vous vois aussi. Oui, on voit votre écran. Je vais juste remettre ici. Voilà. Alors, les dislocs et le moulin de Franck et Rine. Voilà. Si, je ne vais pas avoir vraiment besoin de... Voilà. Ok. Bon, c'est un mécanisme qui est hyper important. Parce que ça explique pourquoi, en cours de déformation plastique, on a formation continue de dislocation, chaque dislocation pouvant donner une déformation égale à son vecteur de Burgers. Donc, sur le transparent ici, ce qu'on a au départ, c'est une dislocation qui est épinglée en 2 points. Alors, ce sont 2 obstacles. Par exemple, le plus simple, c'est de se dire que la dislocation a croisé 2 autres dislocations. Et à l'endroit où elle a croisé des dislocations, et ben là, elle est épinglée. C'est vraiment comme, il faut voir l'idée d'un élastique que vous punaisez à votre table. Okay. Maintenant, je viens mettre une force externe sur l'élastique, et cet élastique va se courber. Et au plus j'augmente la force, au plus l'élastique se courbe. On est d'accord? Donc, j'augmente la force, et je vois que en fait, le rayon de courbure diminue. Donc, au départ, mon élastique, il est plat, rayon de courbure infini, et puis j'augmente la force, et le rayon de courbure diminue. Alors, si vous faites
si vous lisez des livres sur la mécanique des dislocations, je vous conseille ça. Noël arrive, Saint-Nicolas, il y a des livres bien faits comme ça, où on discute de mécanique et de dynamique des dislocations. Mais ce que je suis en train de vous dire avec les mains, en disant, mais voilà, au fur et à mesure que je tire sur mon élastique, mais le rayon de courbure diminue et la force augmente, on peut prouver ça en mécanique des dislocations que la tension dans la ligne, donc la force dans la ligne de dislocation qui est directement reliée à la force macroscopique qui agit sur elle par équilibre des forces. Et donc cette tension dans la ligne va être inversement proportionnelle au rayon de courbure. Donc ça, vraiment, la ligne de dislocation se comporte comme un élastique qui se courbe sous l'effet d'une force. Ok, donc j'augmente la force, et au plus j'augmente cette force, au plus le rayon de courbure diminue. Okay, jusqu'à arriver à ici, cette situation-ci, où le rayon de courbure atteint L divisé par 2, L étant la distance entre les deux points d'ancrage. Okay, donc là, j'ai atteint un rayon de courbure qui est minimum, et quand on passe à l'étape D, hein, là, ce qui se passe, c'est que mon rayon de courbure recommence à augmenter. Voulant dire que pour aller de C à D, en fait, la force qui était appliquée sur la dislocation, qui était capable de donner un rayon de courbure égal à L demi, eh ben, elle est tout à fait suffisante pour donner un rayon de courbure plus grand que L demi. Donc on vient d'un rayon de courbure qui vaut l'infini, on descend jusqu'à L demi, et puis hop, on réaugmente le rayon de courbure. Donc ça se fait dès qu'on a atteint la contrainte nécessaire pour avoir les rayons de courbure égale à L demi, ben la dislocation elle va continuer de façon naturelle à se courber, mais en voyant son rayon de courbure diminuer. OK? Donc, après le point D, on en arrive au point... Donc, ça continue. En fait, on a cette dislocation qui est en train de former ce qu'on va appeler une boucle. Donc, après, ce qui se passe, c'est qu'on arrive ici au point E, où les deux morceaux de dislocation vont venir se toucher ici, en un point. Vous voyez, vous avez le point X et Y. Donc, en X et Y, les deux bras de dislocation vont se toucher. Et à l'endroit où ils se touchent, ces deux dislocations ont des vecteurs de Burgers qui sont égaux, mais opposés. Donc c'est comme si c'était, par exemple, 1, 1, 1 et moins 1, moins 1, moins 1. Et donc la façon la plus simple de voir ça, c'est se dire, imaginons deux dislocations opposées, et on va prendre deux dislocations coins. C'est le plus simple à s'imaginer. Une dislocation coin, si vous vous souvenez, une dislocation coin, c'est... Ben voilà, vous avez un exemple ici. Une dislocation coin, c'est un demi-plan inséré où il ne devrait pas être. Donc vous avez un demi-plan qui est présent, qui n'est pas présent dans le bas. Donc maintenant, si vous imaginez que vous avez deux dislocations coins de signes opposés, en fait, ça revient exactement à se dire que
Donc, si vous regardez sur la caméra, vous imaginez sur ma caméra, vous avez un premier demi-plan ici, au-dessus dans le cristal, et vous insérez un deuxième demi-plan exactement en dessous. Donc c'est comme si là, vous avez une dislocation coin qui, elle, bougerait comme ça, et puis vous avez la deuxième dislocation coin qui, elle, bouge dans l'autre sens, et elles viennent se retrouver l'une en dessous de l'autre. Donc vous avez deux demi-plans. Donc ça veut dire qu'à l'endroit où les deux bras de dislocation se touchent, vous n'avez plus de défaut. Vous avez défaut en dessous, au-dessus, mais à l'endroit où ça se touche, vous n'avez plus de défaut. Donc vous êtes passé de une dislocation à deux. Vous avez la boucle ici qui provient, donc ici, les deux dislocations se touchaient là. Et donc en dessous, vous avez la boucle. Et puis alors, les deux dislocations se touchaient ici. Et ça ici, vous avez recréé un segment qui est toujours punaisé par les deux points d'ancrage, et vous êtes toujours en train de tirer sur votre cristal, ce qui fait que la dislocation, ce segment de dislocation va se courber sur l'effet de la contrainte, et vous allez recommencer le processus. Ce segment va se courber, puis va arriver au point à un rayon de courbure L divisé par 2, et puis ça va continuer en faisant diminuer le rayon de courbure. Les deux bras vont se toucher, vous allez avoir une dislocation, une boucle en dessous, votre segment au-dessus, et puis hop, ce nouveau segment va se recourber et faire une nouvelle dislocation. On peut multiplier comme ça la densité de dislocation sur des facteurs qui sont facilement 10 000. Donc vous multipliez, si vous aviez 10 exposants 6 comme densité de dislocation, vous allez à 10 exposants 10. Donc ça veut dire que le nombre de dislocations peut exploser dans le matériau. Et ce qui dit augmentation du nombre de dislocations dit augmentation du nombre de points d'ancrage. Donc en moyenne, lors de la multiplication du moulin de Franck et Reed, la distance L demi, enfin la distance L entre les dislocations va diminuer. Alors c'est pas anodin ça, parce que comme on a montré que pour multiplier les dislocations, on doit arriver à courber la dislocation jusqu'à un rayon de courbure qui vaut L demi. Si L demi diminue, la contrainte nécessaire pour apporter des nouvelles dislocations, pour avoir la déformation plastique, cette contrainte, elle va augmenter. On aura l'occasion de revenir à ça dans la deuxième partie du cours sur les propriétés mécaniques, mais c'est ce qui est à la base dans les matériaux métalliques de ce qu'on appelle l'écrouissage. Le fait que quand on déforme, le matériau devient de plus en plus difficile à déformer. Voilà, j'ai posé, c'est dans mes habitudes. J'espère que ça éclaircit la situation. Ça a l'air. Autre question?
Ça a l'air calme. Pas de petites mains. Après, si tout est clair pour vous, on ne va pas non plus. Je ne vais pas me plaindre. Mais du coup, monsieur, j'avais une question. Du coup, au niveau de l'examen, ce sera que du théorique ou parce que pour l'instant, au niveau du cours, je vois pas trop quel genre d'exercice on pourra avoir, à part déterminer certains vecteurs ou quoi. Mais donc, en fait, c'est toujours un mix de théorie et d'exercices. Donc ici, par exemple, sur ce premier chapitre, mais bon, c'est vraiment le premier chapitre de base qui met les briques pour la suite. Donc, clairement, voilà, si on prend la cristallo, ce que je peux vous demander, c'est voilà, est-ce que définissez-moi ce que c'est une maille primitive. Vous donnez une maille, vous devez justifier le fait qu'elle soit primitive ou non. Et puis, voilà, dans cette maille, je vous demande de représenter une direction, 1, 2, un plan, 1, 2, 3. Enfin voilà, c'est le, le genre de questions cristallo qui mixent à la fois un concept théorique et l'application de ce qu'on a vu et ce que vous appliquerez aussi lors des laboratoires qui se font à distance. Hein, mais j'ai vu que Evelyne avait commencé à poster des vidéos où donc on filme toutes les manips et de telle façon à ce que vous voyez bien ce qui se passe. Et donc voilà, il y a tout. L'examen, c'est un mix de théorie et de pratique. Ok, merci. Et j'essaierai toujours, comme j'ai fait pour la première partie, de vous d'insister sur les points importants lors des séances hebdomadaires et des séances de questions-réponses. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions pratico-pratiques comme ça? Aussi, par rapport au cours, parfois quand je suis du coup votre cours, un des défauts, je dirais, c'est que vous parlez de certaines choses, mais vous n'indiquez pas où c'est sur l'écran. D'accord. Et du coup, parfois, on peut se perdre un peu parce que vous parlez de quelque chose sur un schéma ou quoi, mais on ne voit pas du tout, en fait. Enfin, personnellement, je ne vois pas parfois où est-ce que vous êtes sur le schéma. Ouais, ben écoute, en fait, ce qu'il y a, c'est que ouais, je vais pas vous donner le détail des problèmes techniques sur lesquels j'ai pu tomber. Mais en fait, il se fait que dans la version de PowerPoint sur laquelle je m'enregistre et qui est stable, c'est 2011. Et là, le pointeur, on le voit pas sur l'écran. Par contre, ma version PowerPoint Office 365, de façon tout à fait erratique, stoppe l'enregistrement de ma voix sur un slide en plein milieu, comme ça. Et ça, c'est vraiment chiant. On va dire ça comme ça. Ah, ok, Parce que ok, il faut ça, tout c'est pas grave reprendre. alors. Une possibilité, c'est que j'enregistre via l'iPad. Donc, si c'est vraiment. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est vous dire regardez en haut à droite, en bas à gauche. Mais écoute, je vais voir si. Parce que ce qu'il y a de bien avec PowerPoint par rapport à l'iPad, c'est que je peux m'enregistrer slide par slide. C'est comme ça que je fais. Donc, c'est sur PowerPoint. Et puis après ça, j'exporte ça en MP4. Mais je peux m'arrêter quand je veux et je peux recommencer l'enregistrement d'un slide si je le souhaite. Mais il se fait que
voilà, l'option pointeur, même si je le vois moi en live, en fait, il n'est pas enregistré. Voilà. Du coup, ça me le quitte. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, ce que je peux proposer, c'est de faire une petite session qui ne va pas durer très très longtemps, mais qu'on enregistrerait aussi, et où on regarde la lecture d'un diagramme de phase. Hein, vous avez déjà eu la partie Fred de Bast, donc vous devez être un petit peu au courant de comment on lit un diagramme de phase. Mais moi, je voudrais vous montrer comment on utilise les diagrammes de phase en sciences des matériaux pour prédire ce qu'on va voir en dessous du microscope. Est-ce que ça vous dit ça? Donc, ce que je propose, c'est que la personne qui a commencé à enregistrer le stop, et puis on va commencer un nouvel enregistrement. Comme ça sera des vidéos différentes. Il y aura une vidéo questions-réponses et une vidéo lecture de diagramme de phase. Donc, est-ce que la